Mais tu vois, ouais, le principe, c'était vraiment de parler des systèmes, Ok. comme je t'avais dit. Parce Ouais. que c'est un truc qui, moi, je vais pas dire m'a sauvé, mais m'a apporté beaucoup de confort, tu vois, dans ma vie en général. Même avant que je sois entrepreneur, j'avais pas mal de process, de systèmes mis en place. Et toi, t'en as parlé il y a pas longtemps dans ta newsletter. Je me suis dit, c'est vrai qu'avec Yann, on a bossé ensemble il y a 2 ans. Et quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant parce que je sais que toi, tu es quelqu'un qui est vachement orienté sur les systèmes, Ouais. où tu es solopreneur, tu travailles à Malte, sur une petite île Mhm. maltaise. Et voilà, et je sais que tu parles beaucoup de cet aspect délégation, des systèmes que tu crées. Et, Ouais. et je trouve ça, à la fois, quand j'en parle, je me souviens à des prospects ou lors de conférences ou tout ça, ça les fait flipper. Dans le premier temps, ils ont l'impression qu'on est en train de créer un cadre hyper strict, hyper rigide. Ouais. Moi, je leur dis, mais en fait, le fait de créer ce cadre, ça, qui n'est pas du tout rigide, ça crée une liberté de dingue. Bah, carrément, ouais. C'est le cadre qui crée la liberté, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je Ouais. le vois, et c'est vrai que dans tout ce que je fais, moi, je pense d'abord, enfin, c'est-à-dire que si tu mets pas de cadre, tu peux pas déléguer, tu es obligé de tout faire par toi-même, et t'as pas envie que ton business repose entièrement sur toi, quoi. Donc, c'est, je trouve ça important, moi, de créer des procédures pour absolument tout, en fait. Moi, dès que j'ai envie de mettre un truc en place, je me dis d'abord, OK, comment est-ce que je peux optimiser au maximum pour que ce soit le plus facilement délégable, quoi. C'est-à-dire que, enfin, je me dis, ok, si je devais expliquer ça à un enfant de 5 ans, est-ce qu'il pourrait appliquer ce truc-là et tu vois quelle est la liste d'étapes à suivre et si c'est pas explicable à un enfant de 5 ans, je caricature un peu, mais c'est qu'il y a un souci, c'est qu'il y a un truc un peu à optimiser, quoi. Moi, je suis un grand fan de délégation, d'optimisation, parce que je veux pas avoir un business qui repose entièrement sur mes épaules et je- j'ai pas. Alors moi, j'ai une équipe de prestataires, tu vois, qui ont tous des procédures bien spécifiques. Et souvent, quand je délègue du travail à des prestataires, d'ailleurs, ils sont assez étonnés par la précision du brief, du cadre, etc. Mais en fait, ils sont Ah super ouais? contents. Ils sont trop contents de bosser avec moi parce que ils me disent à chaque fois, bah, c'est cool, tu sais ce que tu veux. Et puis en fait, eux, ça leur permet de gagner plus aussi avec moi, d'une certaine manière, parce que ils ont un taux horaire qui est plus important, parce qu'on perd pas de temps sur des trucs accessoires, tu vois, on perd pas de temps sur le brief, tout est très cadré, ils se concentrent sur leur taf et c'est donc en fait, je trouve que les procédures, créer un cadre, c'est ce qu'il y a de mieux pour à la fois les entrepreneurs qui veulent plus de liberté et puis pour les personnes qui travaillent avec eux, quoi, parce que je trouve qu'il y a tellement, enfin, quand j'étais en entreprise, en agence de publicité il y a quelques années, en fait, j'avais l'impression, moi j'ai arrêté, j'ai quitté notamment le monde de l'entreprise parce que je me disais, mais en fait, 70% du temps, il est gâché, quoi, on me vole ma vie, tu vois. Et je me suis dit Grave. que je voulais pas répliquer ça dans mon activité, quoi. La réunionnite aiguë, les réunions qui servent à rien, les points qui servent à rien, les interruptions constantes. Et moi, enfin, je pense que créer un cadre, c'est important pour ceux qui valorisent leur temps. Et enfin, pour moi, c'est Mhm. sacré, tu vois. Je suis pas croyant, mais alors pour le coup, si j'ai une religion, c'est le temps, quoi. C'est-à-dire que mon temps est vraiment, c'est le truc que je place au-dessus de tout. Je veux pas perdre de temps, je veux vraiment qu'il soit utilisé au mieux pour pouvoir bah, faire les trucs qui me plaisent, quoi, et pas perdre ma vie sur des trucs inutiles, quoi. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est cool que tu en parles et que tu le mettes en avant parce que c'est un truc qui est pas assez fait. Et alors qu'on crée tous un business pour être un peu plus libre, quoi, pas pour se créer de la charge supplémentaire, quoi. Donc, C'est marrant que tu parles de ça parce que je crois que c'est. Tu vois, je suis parti 2 jours dans le sud au soleil, j'ai perdu la mémoire. Je sais plus si c'est un podcast que j'ai enregistré hier ou l'article que j'ai fait avant-hier, mais je parle de ça justement, de tous ces entrepreneurs qui, qui ont pour besoin primaire, souvent, même pas primaire mais principal, ce besoin de liberté. mhm. Tu as ce besoin de se sentir libre de leur temps, de leur argent, de beaucoup de contraintes qu'on va potentiellement retrouver dans l'entrepreneuriat. Pas forcément, mais souvent. Et ce qui est fascinant, c'est de voir le nombre, et je parle même pas d'une majorité, c'est 80%, je pense, des entrepreneurs qui se retrouvent au final, qui se créent une prison dorée, où ils sont bloqués à un endroit, là où il est le siège de leur boîte, Mhm. à gérer des priorités, mais aussi beaucoup d'urgences, à pas assez déléguer, et à se créer un truc où au final ils sont complètement bloqués Mhm. en termes de liberté. Ils ont la liberté financière. Je vois les discussions que je peux avoir avec des clients ou des clients potentiels qui viennent me voir avec cette fameuse phrase de dire aujourd'hui, en fait, je regarde ma vie, enfin les autres regardent ma vie, ils se disent, t'as tout réussi, t'as une boîte qui tourne, t'as de l'argent, t'as une belle voiture, une belle maison, t'as une femme, t'as des enfants, ou t'as un mari, t'as des enfants, tout a l'air d'aller bien,
Et fondamentalement, ils me disent, mais malgré tout ça, je me sens pas heureux. Mm. J'ai l'impression de rien pouvoir faire. Je suis tout le temps stressé, tout le temps anxieux. Je bosse 12 heures par jour. Ouais. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu as souvent ce que j'aime bien appeler des comportements qui t'auto-sabotent, euh, vachement orientés sur le contrôle. Mm. Ah bah oui. De pas vouloir lâcher, de pas vouloir déléguer. Et ça, c'est un des premiers trucs que je travaille justement avec mes clients. C'est assez drôle, tu vois, c'est de créer des process hyper spécifiques pour leur dire maintenant, il faut que tu recrutes. C'est pas moi qui leur dis, ça c'est du consulting, mais le coaching, c'est une démarche plutôt où je vais leur montrer, on va créer des choses ensemble et on Mm. va construire ce qu'ils veulent, mais à travers aussi beaucoup de prise de conscience. Et quand la personne a compris qu'elle doit recruter, en tout cas c'est une priorité maintenant, comme je leur montre, c'est pas qu'une priorité de créer un process, un système qui est carré, mais c'est vraiment un truc sur le long terme. Parce que si jamais ça le fait pas avec le freelance que tu prends, ou la personne que tu prends en CDD, ou la personne que tu prends en CDI, si le process est créé, tu peux très bien, alors en France, tu as les périodes d'essai, donc tu peux très bien couper la période d'essai au début et te dire, dans tous les cas, le process il est là, je vais pas repasser Ouais, 3 mois ça, à expliquer carrément. étape par étape à la personne ce qu'elle doit faire. Ouais. Et, mais je sais que tu vois, tu parles du temps et j'aime bien parce que souvent, tu vois, quand tu regardes des bouquins de business, tout ça, on parle des process, on parle des systèmes, de l'importance de les faire. Et souvent, on s'arrête là. Ouais. Mais on en parlait en off. Toi, t'as quasiment tout le temps un t-shirt noir. Moi, je suis aussi très minimaliste dans la manière dont je m'habille. Mm. Un des putains de problèmes de l'entrepreneuriat, c'est la charge mentale qui Mm. découle de l'entrepreneuriat. Et Ouais. chaque micro-décision que tu prends, au final, épuise ta jauge dans la journée Ouais. de volonté, on va dire. Et ça nuit à ta capacité de décision après, on va dire, 13 ou 14 heures, quoi. 13 heures ou 14 heures, si tu prends des décisions toute la matinée, tu ne sers plus à rien. Tes décisions ne sont Ouais, plus adéquates. clairement. Mais en fait, Et quand tu parles du temps, moi, je vois que tu parles de la vie, en fait. non, en fait, je pense que c'est parce que la plupart des entrepreneurs, ils sont focus sur le chiffre d'affaires ou le revenu, peu importe. Ils sont concentrés sur l'argent à gagner, tu vois. Ah, c'est cool, j'ai fait plus de chiffre d'affaires ce mois-ci, etc. Pour moi, le truc le plus important, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est le temps que tu mets à gagner ce chiffre d'affaires. Pour moi, c'est le taux horaire le Mhm. plus important. C'est-à-dire que, tu vois, je voyais pas plus tard que tout à l'heure un entrepreneur se vanter de faire tant par jour, je crois, ou par semaine, enfin un chiffre assez important. Et le truc, c'est que quand il décrivait la manière de générer ce revenu, mais moi, je l'enviais pas du tout. Alors, il gagnait plus que moi, mais je suis beaucoup plus libre, en fait, tu vois. Et mais parce que euh, il devait alimenter son activité, enfin, il devait prendre des décisions, il devait être réactif, en fait, dans son business pour pouvoir générer ce chiffre d'affaires. Moi, j'essaie de mettre en place le plus de systèmes evergreen, tu vois, qui tournent tout seul. Euh, J'essaie de faire ça au max. J'ai un blog aujourd'hui, je m'occupe de quasiment rien. Je lis une fois l'article qu'on me donne, mais je fais rien d'autre. Après, il est mis par quelqu'un sur mon site, etc. Mes newsletters que je rédige, j'ai une newsletter quotidienne depuis pas mal de temps maintenant. Je rédige les emails, mais ensuite j'envoie ça à ma correctrice, qui envoie elle-même à mon assistante. Ensuite, c'est programmé. Donc en fait, je me concentre sur les choses sur lesquelles j'ai de la valeur. Et je trouve que c'est ça qui est cool. Il y a un, je trouve qu'il y a un intérêt en fait à se concentrer sur les choses sur lesquelles on a de la valeur. C'est-à-dire qu'il y a des trucs moi, sur lesquels je suis nul ou qui ne m'apportent pas grand-chose. Tu vois, programmer sur mon blog, ou alors publier une vidéo YouTube, ou alors publier une newsletter. Enfin, tout ça, ça peut être délégué. Et tu parlais tout à l'heure du fait de pouvoir transmettre un process à quelqu'un, pouvoir changer les personnes. Moi, j'ai eu ce cas assez précis où quand j'avais pris pas une traductrice, pardon, j'ai dit traductrice, une correctrice pour mes emails. En fait, elle m'a dit une fois, quelques mois après notre collaboration, qu'elle partait en vacances pendant un certain temps. Et là, ben, moi, c'était pas un stress pour moi parce que tout était tellement mis en place que je dis pas de problème, je vais trouver une remplaçante pendant le moment où tu es où t'es absente. J'ai juste donné le process à la remplaçante. Pour moi, c'était comme si j'avais travaillé avec la même personne. Alors, j'ai dû trouver une remplaçante. Donc, aujourd'hui, j'ai une correctrice pour mes emails et une correctrice remplaçante pour les moments ma correctrice principale n'est pas là. Et du coup, ça change quasiment rien. J'ai juste à dire à la personne, ok, bon, on reçoit le même process comme d'hab, et du coup, moi, ça change rien à mon quotidien. Donc, je ne suis pas tu vois, quand quelqu'un est absent ou malade, et ça, tu peux le faire qu'avec des process bien spécifiques, quoi. Donc, Mhm. mais je pense vraiment que c'est parce que la plupart des gens sont, en fait, notamment quand ils développent leur activité, ils pensent chiffre d'affaires.
mais ils ne mettent pas, comment dire, ils prennent pas forcément en compte la manière d'atteindre ce chiffre d'affaires. Moi, ça m'intéresse pas de bosser 18 heures par jour pour faire 10 millions par mois. Tu vois, c'est vraiment la pire vie, quoi. Je préfère gagner beaucoup moins et avoir beaucoup moins de temps à allouer à ça, parce que je bosse pas pour bosser, quoi. Donc, Hmm. c'est, Je suis curieux par rapport à ce que tu dis. Une fois que tu as donné le process aux personnes qui bossent avec toi, tu les rends responsables de ce process? Tu vois ce que je veux dire? C'est par ouais, ouais, exemple, ouais, si elles carrément. trouvent un moyen plus simple de faire les Ouais. choses, est-ce qu'elles peuvent le modifier? Ah bah oui, carrément. Carrément, elle le fait. Moi, mon assistante avec qui je travaille maintenant depuis 3 ans, un truc comme ça. Ouais, carrément. En fait, au début, tu t'es un peu derrière, tu t'assures que tout est bien compris, etc. Tu formes la personne. Moi, j'utilise des outils, en plus des Google Docs de procédure, je montre mon écran, j'explique comment faire les choses et tout. Et au bout d'un moment, en fait, moi, mon but, c'est de faire en sorte que la personne, le prestataire, gère mieux les choses que moi. Moi, aujourd'hui, il y a des trucs que je sais plus faire dans mon business. C'est mon assistant Ah, qui trop sait faire. bien. Moi, je sais plus faire ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Elle le sait mieux que moi. Même des règles Hmm. parfois de TVA, de machin, j'en sais rien moi en fait. Elle le sait mieux parce que elle le Hmm. fait. C'est elle qui le fait tous les jours. Donc en fait, tu vois, j'ai mis les mains dans le cambouis. J'ai fait des trucs. J'ai mis en place des process. J'ai optimisé. J'ai automatisé quand j'ai pu, etc. J'ai délégué. Et en fait, vu que c'est mon assistante qui gère pas mal de trucs au quotidien, bah, c'est elle qui est beaucoup plus compétente. Et elle a mis elle-même en place, elle a modifié les process. Et le jour où j'ai dû la remplacer parce qu'elle partait en vacances à un moment, elle a pu le faire. Je lui ai même dit, bah, ok, ce qu'on va faire, c'est que euh, avant tes vacances, on va faire une période de formation de la nouvelle, de la remplaçante. Tu Hmm. gères. Je vous paye toutes les deux, mais en gros, tu gères la formation. Tu me factures le temps de formation. Que voilà, tu choisis. Je lui ai même dit, trouve quelqu'un en qui tu as confiance, qui peut faire le job et forme-la. Je vous paye toutes les deux, je paye la formation, etc. Et moi, je veux pas voir la différence. En fait, c'est tout. En fait, je veux juste pas voir la différence entre le moment où tu seras pas là et par rapport à d'habitude, quoi. Et ça s'est super bien passé. Hmm. Et donc, du coup, tu vois, en plus de ça, j'ai une assistante, mais j'ai une assistante remplaçante, une correctrice principale, une correctrice remplaçante, j'ai un graphiste. Enfin, bon, tu vois, et ça, c'est génial, quoi. Ouais, tu vois, franchement, je pense que c'est ça, tu vois, le Graal. Euh, En tout cas, des sociétés modernes comme la tienne, comme la mienne, des solopreneurs ou des personnes qui ont des petits business et qui veulent rester, tu vois, sous ce Mm. format, c'est effectivement de créer des process. Et, euh, et tu vois, comme il y a une phrase que j'aime beaucoup, que je dis à mes clients, c'est un mauvais jour pour l'ego, c'est un bon jour pour ton esprit. Parce que souvent, tu vois, je parlais de cette obsession du contrôle. Ouais. Effectivement, comme tu le dis, quand tu lances ta boîte, ton obsession, c'est ton chiffre d'affaires. Et ça Mm. doit être ton chiffre d'affaires pour lancer le truc. Mais quand tu es dans cette obsession, tu es tout seul au début. Et donc, tu prends l'habitude, Ouais. euh, donc c'est vraiment des chemins neuronaux qui se créent dans ta tête, de tout faire. Et il y en a beaucoup qui, même quand la boîte grossit, continuent à pas lâcher des choses sur lesquelles ils n'ont pas de valeur. Mm. Ou même des fois, je m'en rends compte, hein, j'ai des clients qui aiment faire certaines choses qu'ils font, mais ils sont pas bons dedans. En Ah tout cas, oui, ça. ils sont moyens. Ils Ouais, sont ouais, moyens. ouais. Ouais. Et ils continuent à le faire parce qu'ils aiment ça. Et je leur dis, ouais, c'est cool. Alors, et si tu aimes ça, effectivement, essaye de le garder un peu. Mais tu as deux options. Soit tu y vas quasiment plus et tu recrutes quelqu'un qui est bien meilleur que toi, parce que c'est le but de Bien l'entrepreneuriat. sûr. Soit tu te formes à mort pour Mm. devenir mieux que moyen, quoi. Mais Ouais. souvent, le choix est vite fait parce que quand tu es entrepreneur, tu pas ce temps. Ah non, c'est sûr. Euh, Moi, par exemple, tu vois, j'adore le copywriting. Je m'y suis formé parce que je trouve ça hyper intéressant. Parce que, j'aime ce que mon boulot, en fait, c'est de mieux comprendre que mes clients pourquoi ils font ce qu'ils font. Et le copywriting, tu as aussi beaucoup d'écriture, chose que j'aime faire. Tu as beaucoup de psychologie derrière. Mm. Mais franchement, je suis à peine moyen et j'ai aucune honte à le dire, quoi. Mm. Même en pratiquant. J'ai pas cette finesse que certaines personnes vont avoir lorsqu'ils écrivent. Mm. Et c'est bien de le savoir. Ah bah oui. Et c'est ce qui te permet justement de créer des systèmes dans ta boîte pour déléguer des choses, pour gagner du temps, gagner de l'argent différemment. Et aussi, je pense que tu vois, tu parles beaucoup toi, de la manière dont tu délègues à travers ça, ça améliore ton leadership. Carrément. Ouais. Parce que tu Ah vois, oui, quand oui. tu dis à ton assistante de dire c'est pas moi qui vais recruter pour te remplacer, c'est toi hein, qui va Mm. recruter, bah, c'est un challenge aussi pour la personne. De se Ouais. dire d'un côté, je suis content parce qu'on me laisse de l'autonomie, c'est un des premiers drives, un des premiers motivateurs humains, mais c'est aussi quelque chose potentiellement que j'ai jamais fait, donc il y a du challenge, Mm. et tu fais grandir les personnes à côté de toi. Toi, tu gagnes du temps, Ouais. et tu retrouves avec un résultat qui aurait été peut-être
qui est sûrement même meilleur que ce que toi t'aurais fait. Ouais, c'est ça. Parce que la personne, elle se dit, bah, moi, je travaille comme ça, j'ai trouvé quelqu'un qui fait comme moi, et ça ira très bien à Yann, parce que je connais Yann depuis 3 ans, et Hmm. patati patata. Il faut faire confiance, en fait. Mais c'est une question de d'ego aussi, comme tu disais. C'est-à-dire qu'il y a des trucs dans lesquels on n'est pas bon ou sur lesquels on n'a pas forcément de valeur ajoutée. Donc autant se reposer sur des personnes qui sont meilleures. Il y a un bouquin de Dan Sullivan, je crois, qui s'appelle Who, Not How. Et c'est en gros le principe, c'est ouais, tu connais. Bah, C'est, Dan Sullivan, c'est mon héros en ce moment, je suis ouais, en train de bon. lire tous ses livres. Bah écoute, mais le principe il est simple, c'est au lieu de te demander comment faire les choses, demande-toi à qui est-ce que tu peux déléguer en fait cette même tâche quoi. Enfin c'est bon, je résume mal et rapidement, mais c'est un peu ça. C'est au lieu de mettre les mains dans le cambouis, trouve quelqu'un qui sait le faire quoi. Et et ça je trouve que c'est le plus c'est le plus sain si tu veux pas passer ta vie à bosser quoi, tout simplement. Et c'est moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est, tu vois, même quand j'ai des prestataires qui me demandent trop de retours, tu vois, parfois j'ai des gens que je teste en fait, qui sont très bons, très compétents, et parfois, ben, je me rends compte qu'ils attendent trop de retours de ma part. Ben, en général, je Mhm. continue pas à bosser avec eux, parce que ce que je cherche, c'est quelqu'un qui est bon, qui n'a pas besoin de 100 000 retours de ma part. Moi, j'ai pas envie de donner des retours sur tout et n'importe quoi, là, sur tu vois, la virgule près, quoi, Donc, sur t'as des besoin d'autonomie, textes. quoi. Oui, j'ai besoin de gens Mhm. autonomes. Donc en fait, moi, la raison pour laquelle j'apprécie beaucoup le travail de mon assistante notamment, c'est qu'elle n'est pas sans arrêt en train de me demander. Alors évidemment, quand on met en place un nouveau truc, elle me demande des feedbacks. Mais au bout d'un moment, Mhm. quand ça roule, ça roule. Et à chaque fois que je prends un nouveau prestataire, je lui dis, moi, mon but, c'est pas de t'emmerder. C'est pas de passer mon temps à te dire fais ceci, fais cela. Je veux que ce soit bon. Moi, mon but, c'est de gagner du temps. Et je leur dis, tu vois, je leur dis dès le départ, moi, mon but, c'est d'avoir le moins. Ça, c'est un truc que je leur dis. Je les provoque un peu. Des fois, je leur dis, euh, je veux même pas avoir à te parler quasiment. Tu vois, c'est-à-dire que Mhm. bon, j'en rigole et je leur explique le truc, tu vois, mais je leur dis, moi, mon but, c'est de gagner du temps. C'est pas qu'on passe notre temps à parler sur Slack ou par messagerie, etc. Tu sais ce que je veux. Moi, je te fais confiance. Après, voilà, si ça marche pas, ça marche pas. Tu vois, ça m'est déjà arrivé de tester des personnes, de faire des tests rémunérés. Si ça marche pas, on s'arrête. C'est pas grave, on passe à autre chose. Mais j'ai besoin de personnes sur lesquelles je peux me reposer et qui sont meilleurs que moi sur sur les choses que je cherche à déléguer et voilà parce que c'est dans notre intérêt en fait à tous les deux tu vois quand je bosse avec un prestataire moi je veux pas je veux pouvoir me concentrer sur d'autres choses et puis lui il a envie de pouvoir faire son job sans se faire embêter toutes les 5 minutes pas de micromanagement quoi donc Ouais, c'est exactement le mot, tu vois, que j'avais en tête, micromanagement. hmm. C'est ça. Et effectivement, le Mais c'est quoi micromanagement, c'est une tare dans les grosses boîtes, hmm. dans les très petites aussi. Et c'est justement le micromanagement ce qui nuit aux besoins d'autonomie. Parce que quand tu Ah, micromanages, tu prends les décisions à la place de tes collaborateurs, tu leur dis quoi faire, tu penses mieux savoir qu'eux, en tout cas que ta manière de faire est la meilleure, et en fait tu coupes littéralement le pouvoir de créativité et hmm. la capacité d'autonomie qu'on a tous à la base. Ouais. Ouais, carrément. Et encore plus avec la génération, alors j'y connais rien, c'est la génération Z, je crois, qui a beaucoup besoin d'autonomie, Ouais, il est etc. Je trouve qu'il y a, encore plus jeune que nous. Ouais. c'est ça, il y a un choc un peu générationnel entre des personnes, voilà, qui ont un business bien installé, qui sont dans le micromanagement et tout, et cette envie, ce besoin d'autonomie des plus jeunes qui se fait de plus en plus ressentir. Et c'est pour ça que tu as plein de boîtes qui ont du mal d'ailleurs à retenir les talents, parce que Énormément. Ouais. ils se lancent en tant qu'indépendants parce qu'ils en ont marre qu'on leur dise quoi faire dans leur boîte, quoi. Donc en fait, Ouais. il faut absolument que les dirigeants, les entrepreneurs de manière générale intègrent ça et changent leur façon de faire parce que c'est dans leur intérêt, même dans l'intérêt de leur business, quoi. Donc Mm. c'est un truc que j'ai remarqué aussi. Ouais. Tu vois, c'est intéressant, c'est en décembre. J'ai un client qui m'avait, qui est une banque d'affaires à Luxembourg, qui m'avait embauché pour un séminaire d'une demi-journée où je parlais à toute leur équipe de sales de l'impact de la gestion de leurs émotions sur leur capacité à augmenter leurs ventes et à mieux fidéliser leurs clients. Et ce que je dis là, c'est juste pour le contexte, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire. Mais tu vois, entre deux portes, j'ai rencontré la DRH. Et d'ailleurs, c'était un truc de fou. 3 jours avant, je crois que je saturais complètement de LinkedIn et je m'étais dit, j'abandonne, j'arrête, ça me fatigue. LinkedIn est en train de partir en couille. J'en ai marre, je m'épuise dessus. Je vais juste le prendre en système passif pour faire de la prospection. Toi, t'en parles beaucoup dans tes newsletters et dans tes vidéos. Et pour créer des conversations avec des personnes intéressantes. Parce que je pense que fondamentalement, mon business model, c'est ça. Tu vois, c'est avoir des conversations intéressantes avec des personnes intéressantes. Et j'arrive là-bas, elle me dit,
En fait, elle me reconnaît, elle me dit: «Ah mais vous êtes Quentin, je vous suis sur LinkedIn, j'adore vos posts» et je me suis dit: «Putain, fais chier, il faut que je traverse la France, que j'aille au Luxembourg pour que quelqu'un me dise: "S'il te plaît, abandonne pas LinkedIn, c'est super intéressant ce que tu fais"». Bon bref, j'ai quand même arrêté. Mais la DRH me disait ça, tu vois, de dire: on est en pénurie de talent. Je crois que c'est le mot des années 2022, Ouais, 2023. ouais, Ça m'horripile, on est en pénurie de talent, tu sais Quentin, j'ai l'impression que les jeunes aujourd'hui, ils veulent que de l'argent, on surpaye pour pouvoir garder les personnes, mais elles restent jamais plus de 18 mois. ouais, c'est Il y pas a la toujours un peine. chasseur de tête qui va leur proposer plus. Et pourtant, on a essayé de faire du team building, on a fait un espace de travail super sympa, c'est vrai. Euh, il me dit, mais voilà, fondamentalement, la sensation que j'ai, c'est que il faut surpayer, qu'il faut leur faire gagner beaucoup d'argent, Mm. et c'est le seul moyen de les faire rester. Et encore, ils ne le restent pas. Ouais. Et je dis, mais en fait, si ça c'est un problème, et que vous essayez de le résoudre par l'argent, il faut voir les choses à l'inverse. Mm. C'est que c'est pas le bon levier. Mais il faut que vous essayiez différents leviers. Parce que le team building, c'est bien, les beaux Ouais. espaces de travail, c'est bien. Mais aujourd'hui, je pense que la jeune génération, nous, on a la petite trentaine. Toi, plus la petite trentaine que moi. Moi, j'arrive au milieu dans un mois, là. Euh, on a ce besoin d'autonomie, on a ce besoin de liberté, mais nous, on Mm. est la génération Y, une génération à cheval. Ouais, La ouais. génération Z, les millennials, tout ça, c'est encore différent. Ils ont un besoin d'autonomie encore plus important que nous, un besoin de liberté encore plus important que nous. Ils comprennent que le taf, c'est pas que la vie. Mm. Enfin, c'est pas le taf n'est pas la vie en général. Et tout ça, tu vois, c'est hyper important de l'intégrer dans les boîtes, de responsabiliser les personnes, de les rendre autonomes. Ouais. Il y a même d'ailleurs plein d'études qui le montrent, c'est que les boîtes qui disent, bah en fait, je me fiche de tes horaires de travail. Ce que je veux, c'est que le travail soit fait. Mm. Alors, c'est dans des petites, moyennes structures où il y a déjà un truc qui a été créé au niveau humain, où il y a un fort lien social. Et les collaborateurs travaillent plus. Plutôt que dans les boîtes, on leur dit, je veux que tu sois à 9h, je Ouais, veux bien que tu sûr. partes à 17h. C'est le minimum. Et Ouais. je veux que tu fasses plus que le minimum. Mais Et tu as tout un état d'esprit derrière et une mécanique qui est assez difficile, enfin, qui est pas difficile à changer. Mais pour ça, il faut que les boîtes et les dirigeants mettent leur ego de côté, en fait. Et ouais, mais c'est des bah, réflexes, quoi. on a toujours fait comme ça. C'est des réflexes, ouais. En fait, ils pensent que tout va se régler par l'argent. Moi, je parlais avec un ami là dernièrement, justement, qui est au Brésil depuis 3 mois. En fait, c'est marrant. On parlait ensemble depuis, enfin, je sais pas, il y a un an et demi, il voulait changer de boulot. Il hésitait. Est-ce que je me lance en tant qu'indépendant? Est-ce que, euh, est-ce que je trouve une boîte qui accepte le remote, le télétravail à 100% et tout? Mhm. Et en fait, en réfléchissant, au début, il pensait que voilà, le truc pour lui, ça aurait été de se lancer en tant qu'entrepreneur, quoi, de devenir indépendant, parce que tout le monde se dit que pour pouvoir voyager, travailler à distance et tout, il y a que le freelancing, le consulting, enfin, tu vois, vraiment Mhm. ou avoir un business en ligne. Et en fait, il s'est rendu compte que lui, voilà, en fait, ce qu'il voulait vraiment, c'était le pouvoir voyager, le télétravail, et il s'est rendu compte qu'il y avait des boîtes, souvent dans la tech, qui sont capables d'avoir des gens en CDI et qui ne viennent, alors pas, j'allais dire jamais, c'est pas jamais au bureau parce que parfois il a besoin d'y aller, mais qui sont vraiment très cool par rapport à ça. Et Mhm. aujourd'hui, du coup, là, il est au Brésil, il va en Sicile après. Enfin, tu vois, il bouge, il a un salaire confortable et il bosse pour une boîte française qui est dans la tech. Et il y a en fait souvent les boîtes qui sont plus permissives par rapport à ça, ce sont des boîtes plus jeunes, on va dire. Tu vois, moi j'ai des amis qui sont dans les plus grosses boîtes, plus dans le CAC 40, ça se passe pas comme ça, quoi. Et Non. mais les boîtes, et plus les startups, les boîtes dans la tech et tout, elles acceptent un peu plus ça. Après, faire attention aussi, c'est-à-dire que elles acceptent, mais il faut quand même parfois montrer un peu sa tête dans le bureau de temps en temps, faire un peu de politique, quoi. C'est-à-dire que Ouais, bien parce sûr. que c'est jamais complet à 100% accepté. Et mais il y a des boîtes qui l'acceptent. Et c'est vrai que c'est de plus en plus aux États-Unis, c'est un truc qui est de plus en plus courant. Il y a des boîtes comme Buffer qui sont à 100% télétravail. Enfin, il y en a plein. Et surtout dans tout ce qui est Web 3 aussi, des boîtes dans la crypto et tout, c'est un truc qui est assez Mhm. courant apparemment. J'en parlais avec lui. Justement, il rencontrait pas mal de nomades digitaux qui bossaient dans ces dans ces boîtes-là. Et quand j'ai demandé d'ailleurs, est-ce que ce sont surtout des entrepreneurs ou des salariés, il m'a dit que c'était vraiment quasi 50-50. Donc c'est vrai que il y a un changement à opérer un peu en France parce que par rapport à ça, parce que aux États-Unis, par exemple, c'est quand même un peu plus courant, quoi. Mhm. Mais et c'est ce que veulent en tout cas les plus jeunes aujourd'hui. C'est pas une question d'argent, c'est vraiment être responsabilisé, autonomisé, et puis qu'on leur fasse confiance en fait simplement, parce qu'il Mhm. y a des gens qui travaillent mieux chez eux voilà, à distance que dans des locaux, dans un open space où tout le monde fout le bordel. Moi, je me rappelle de mes amis en agence, je sais même pas comment je faisais pour taffer, quoi. C'est infernal en fait, c'est infernal.
t'es dans un espèce d'endroit où il y a des centaines de personnes. Moi, je devais trouver des idées en plus de campagne publicitaire. Je sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour tenir quelques années là-dedans, tu vois. Et on vient t'interrompre, t'as des commerciaux qui viennent. Tu sais, voilà, le deep work là-bas, les longues sessions de travail intenses, ça n'existe Zéro. pas en open space. Donc, ouais, je trouve que Non, ouais, c'est il y a une clair. prise de conscience à réaliser, enfin à faire par rapport à ça, quoi. Ouais, et tu vois, c'est hyper intéressant parce que l'année dernière, j'ai rencontré David Bernard, qui est le fondateur d'Assess First. Leur équipe sont hyper présentes aujourd'hui sur LinkedIn. Et lui, tu vois, à l'inverse, il a monté sa boîte dans les années 2000 à Paris. Et comme il me disait, voilà, la boîte entre début 2000 et 2020, pendant juste en plein milieu du Covid, c'était 40, 50 collaborateurs. Donc en 20 ans, ils étaient passés de zéro à une quarantaine, cinquantaine. Si David écoute, je m'excuse si les chiffres sont faux. Mais lui, en fait, à un moment, pendant le Covid, il s'est dit, bah, tu sais quoi, moi, à un moment, je vais faire du full remote. Et avec sa boîte, ils ont rendu leurs locaux, ils ont donné une seule règle, c'est de dire maintenant, vous pouvez bosser où vous voulez. Et pendant un an, ils ont fait que développer la boîte. Et pour eux, ça a été une opportunité de croissance parce qu'ils étaient présents qu'en France. Et du fait qu'ils ont des super bons collaborateurs qui sont partis en Angleterre, qui sont partis en Espagne, qui sont partis un peu à droite à gauche, bah, ils ont ouvert des marchés. Et ils ont internationalisé. Et je me souviens qu'on s'était rencontrés, ouais, on s'était rencontrés au moment où il était en train de faire ça. Ça faisait 6 mois qu'il était parti en remote. Et donc ça fait plus de 2 ans parce qu'on a refait, on s'est rappelé il y a 6 mois. Il disait alors, un an et demi après le démarrage, qu'est-ce que t'en penses? T'es toujours à fond? Il me dit ouais, je prends des pincettes. Il me dit parce que, comme tu le dis, il y a des personnes qui sont faites pour le télétravail, il y en a qui sont pas faites pour. Carrément. Et Assess First, c'est une boîte qui fait des tests psychométriques, il y a beaucoup de psychologues dedans. Et David Bernard, lui, est psychologue, et il disait, bah moi, en fait, à un moment, avec mon équipe, on s'est dit, on va faire un test psychométrique de recrutement pour mesurer la propension des nouvelles recrues à travailler euh, en, euh, chez eux ou dans des espaces de coworking. Parce que s'ils sont pas capables de travailler chez eux, s'ils n'ont pas la motivation nécessaire, la rigueur nécessaire, et c'est pas un jugement, ça arrive, c'est normal, on est tous différents, euh, et ben il arbitre. Ouais. En fait, il attribue un budget de plusieurs milliers d'euros par collaborateur par an en disant bah, tu as ce budget, tu peux t'acheter un écran, tu peux t'acheter un bureau debout, tu peux t'acheter des plantes, un truc pour être bien chez toi, pour bien aménager, ou ce budget, tu peux l'utiliser pour des abonnements mensuels en espace de coworking, à toi de voir. Mais ils orientaient en fait au final. Ouais. C'est Et c'est hyper intéressant. important. C'est Ouais. hyper important. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Après, tu sais, c'est un peu comme le débat. Moi, quand j'étais à la fac, c'est on va bosser à la bibliothèque. Ou, moi, je bossais jamais à la bibliothèque. J'entrais chez moi et j'allais bosser chez moi. Il y avait ceux qui allaient bosser à la bibliothèque. Tu Mmh. vois, quand j'étais en fac de droit. En fait, c'est un peu ça. T'as des gens qui préfèrent être dans une espèce de d'émulation collective. Tu vois, dans un endroit où il y a du monde. C'est ça qui les booste. Peut-être des extravertis, j'en sais rien. Moi, je préférais. Enfin, j'étais pas du tout le seul, tu vois. Mais je préférais largement bosser chez moi et j'ai jamais été aussi efficace que chez moi. Et d'ailleurs, ça me fait rire parce que quand je repense un peu à mes années en agence, alors au départ, voilà, j'arrivais aux bonnes horaires, etc. À la fin, bon, c'était un peu scandaleux, mais j'arrivais ultra tard, mais parce que j'étais capable de faire le travail qu'il y avait à réaliser en très peu de temps le matin, parce que j'étais ultra efficace en fin de matinée. Donc j'arrivais plutôt Mmh. 10h30, 11h, tu vois. Bon. Mais le taf, il était fait. Et alors, au départ, tu vois, voilà, j'y allais doucement. Je me suis pas ramené au boulot à 11h du mat. Bon, en agence de pub, il faut savoir que c'est 9-10 heures, tu vois, les horaires sont assez cool. Mmh. Mais ça finit à 23 heures après, mais c'est autre chose. Mais et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que même quand j'arrivais à 11 heures, j'arrivais à faire le boulot. Donc en fait, je me voyais pas faire du présentiel. Tout ça pour dire que il y a Ouais, je beaucoup de comprends. présentiel, il y a beaucoup de temps mort, il y a beaucoup de temps qui sert à rien en fait en entreprise. Alors après, évidemment, il y a des gens qui aiment bien sociabiliser avec leurs collègues et tout. Moi aussi, je le faisais. Mais tu vois, il y a quand même, au final, si tu fais vraiment un test sur le temps effectif de travail dans une boîte, tu te rends compte que il y a un paquet d'heures qui servent à rien dans une entreprise. Enfin, tu vois, il y a un paquet d'heures qui pourraient être économisées. Limite, tu vois, tu pourrais limite diviser par deux le salaire et le temps de travail des gens. Il y aurait les mêmes objectifs qui seraient atteints, quoi. Donc c'est ouais, je sais pas, il y a une culture du présentiel comme ça qui est en tout cas en France, quoi. Et Mmh. c'est pour ça que je préfère les freelances. Tu vois, moi, j'ai personne qui est à temps plein dans mon activité. J'ai mon assistante qui bosse
en fin de matinée, le matin, en fin de matinée. Enfin, tu vois, elle fait des checks pour moi à des heures, à Mhm. des horaires, à des intervalles réguliers. Et pareil pour certains prestats, mais j'ai pas besoin de gens à temps plein parce qu'en soi, ils ont juste besoin d'effectuer une tâche bien spécifique. Ils gèrent ça quand ils veulent et Mhm. tant que c'est fait, c'est fait. Mais ouais, il y a pas mal d'économies à faire. Je dis pas qu'il faut virer tout le monde, hein, mais c'est vrai que en tout cas, si tu veux vraiment rationaliser à mort, tu te rendrais facilement compte que tu perds peut-être 60% enfin, d'argent à cause de ça, quoi. Enfin, c'est Ouais, d'argent et puis aussi de ressources mentales, quoi, de ressources oui, personnelles. oui, Parce oui. qu'effectivement, vouloir faire plein de trucs, à faire du présentiel aussi, tu te fatigues. Ouais. Euh, Il y a eu un déclic pour toi, pour les systèmes, où t'as toujours fonctionné comme ça? Où il y a un moment dans ta vie où en fait Euh, tu t'es dit putain, il y a un truc qu'il faut qu'il change? alors, je pense que je suis. C'est difficile à dire. C'est un sujet qui m'a vite intéressé. Donc, mais j'ai pas toujours eu des systèmes de fou. En fait, le gros déclic, il me semble que ça a quand même été pendant le confinement, le premier, je pense, euh, Ok. parce que je faisais beaucoup de choses moi-même avant. Et en fait, avec le confinement, bah, les business en ligne comme le mien ont forcément encore mieux marché que d'habitude. Et du coup, il y avait plus de support client, il y avait beaucoup plus de choses à faire. Et je me suis rendu compte à un moment que si je continuais à ce rythme-là, j'allais pas finir en burn-out, tu vois. Donc, je me suis dit, là, vraiment, c'est impossible. Enfin, j'étais crevé. Je me suis dit, il faut absolument que je rationalise tout ça. Donc, j'ai créé des procédures et tout. Et c'est là que j'ai fait appel à une assistante et tout. C'est vraiment à partir de là que j'étais beaucoup plus, enfin, vraiment obsédé par ça, quoi. C'est un sujet qui m'a toujours intéressé. Moi, je pense en système, je fais de la strat marketing, donc j'ai une vision assez Mhm. globale sur les choses, mais c'est vraiment par rapport à mon propre cas. Je pense que le déclic, ça a été ouais, vers le confinement où vraiment je me suis dit que ça pouvait pas durer, que j'allais cramer si je continuais comme ça, quoi. Donc, et puis, et en fait, une fois que tu as un peu goûté à ça, à cette liberté que te procurent les process, en fait, tu as envie d'aller toujours plus loin. Tu vois, moi, par exemple, moi, mon but, clairement, dans mon business, c'est de ne plus dépendre des réseaux sociaux, plus du tout. Moi, mon but, Mhm. c'est d'avoir zéro, enfin, c'est un peu utopique, mais je vais quand même vers des choses où la raison est simple, c'est parce que, enfin, pourquoi est-ce que je parle de réseaux sociaux? Parce que quand tu as une marque personnelle comme moi, souvent il faut montrer ta tête, tu vois, il faut publier toi-même tes contenus. C'est difficile, il y a des trucs qui sont difficiles à déléguer quand même quand tu Mhm. veux, tu vois, garder le même ton, etc. Ça se fait, mais c'est pas évident. Et aujourd'hui, moi, j'essaie d'avoir le plus possible de canaux passifs. Tu vois, mon blog, c'est pas moi qui écris les articles, donc ça, c'est une croissance qui se fait toute seule. J'ai quasiment rien à faire. C'est un canal d'acquisition que je ne touche pas. Tu vois, la prospection, c'est pareil. Quand tu mets en place un système de prospection, tu peux ne pas y toucher et tu chopes des clients comme ça. Donc en fait, j'essaie de Mhm. plus en plus enfin, j'essaie d'aller toujours plus loin par rapport à ça et de générer un maximum de revenus passifs avec mon business et tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai pas d'agence. Il y a une époque, j'avais lancé une agence de prospection. Je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi parce que justement mon but c'était de faire entrer le maximum de revenus pour le minimum de temps possible de Mhm. travail. J'ai une mentalité de flemmard et ça me réussit plutôt bien. Et parce que le modèle de l'agence, c'est quand même beaucoup voilà, de gestion client, tu vois, de relations, enfin, ouais, de support client. Enfin, il y a quand même beaucoup de charges. Enfin, de comment dire, pas de main d'œuvre. J'ai pas le terme là, mais tu vois, il y a quand même beaucoup d'efforts en fait à faire pour générer de très jolis revenus grâce à un modèle de service comme ça. Mais j'ai été plus attiré par l'aspect business en ligne justement où tu peux mettre en place des process beaucoup plus efficaces pour générer des revenus quoi. Donc enfin tout est pensé en tout cas autour de ça. Moi je suis un Mhm. flemmard, tu vois. Dès que je peux supprimer une tâche, je le fais quoi. Moi mon but dans mon job c'est de supprimer des tâches, c'est pas d'en ajouter. Je veux absolument avoir le moins de tâches possible. Je publiais jusqu'à récemment, je fais souvent des tests sur les réseaux parce que c'est quand même mon boulot en tant que consultant marketing digital. Et pendant un moment, j'ai publié sur TikTok, YouTube, etc. J'ai tout analysé. Je me suis rendu compte que c'était clairement pas ce qui me rapportait le plus de clients. J'ai supprimé en fait. Je vais pas faire un truc qui me fait perdre plus de temps qu'autre chose. C'est pas un truc en plus que je kiffais vraiment. J'ai complètement arrêté. Je mets l'accent sur des trucs qui me rapportent plus. Donc c'est vraiment. Je pense que dans un business, au lieu de chercher à ajouter, faut chercher à supprimer quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon état d'esprit. Mhm. T'as dit deux fois le même mot et ça m'a fait sourire les deux fois. Parce que c'est un trait de caractère que j'ai retrouvé chez beaucoup de clients. Euh, des clients souvent qui sont ambitieux, qui ont des business qui tournent bien, tu vois, que les Américains appellent les high achievers. Euh, c'est ce fait de dire je suis flemmard. Ouais.
Et c'est un truc que je rencontre, mais j'ai beaucoup de clients avec lesquels je bosse ou des personnes que je suis, des livres que je lis, ou quand je rencontre des personnes, des entrepreneurs qui sont hyper ambitieux ou des cadres d'entreprise qui sont ultra ambitieux. Souvent, il y a ce mot qui ressort, je suis flemmard. Alors que je pense que quand tout le monde les regarde, ils disent, mais en fait, ces types ou ces nanas sont absolument pas flemmards. Ouais, c'est dans l'état d'esprit Mais, en fait. Mais oui, 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 t'as raison. mais j'aime bien parce que la manière dont j'analyse ce que tu dis, c'est que c'est pas que tu es flemmard parce que tu fais peu de choses, mais tu fais les choses qui sont plus impactantes pour toi, Ouais. qui t'apportent du plaisir, qui t'apportent de la satisfaction, Hmm. mais aussi qui sont plus impactantes pour ton business. Ouais. Et c'est vrai que tu vois, aujourd'hui, on est dans un monde où on valorise le je suis sous l'eau, Hmm. Ah où ouais, il faut ouais. que tu sois débordé du matin au soir, que tu fasses Hmm. 1 milliard de trucs. À la limite, si c'est urgent ou si c'est important, la distinction entre les deux, les gens s'en foutent. Mais du moment où tu es quelqu'un d'extrêmement sollicité, qui travaille énormément, c'est qu'a priori, aux yeux de la société, tu as de la valeur. Hmm. Mais je me rends compte que j'ai beaucoup de clients. Tu vois, tu dis que tu es flemmard, mais tu sors une newsletter tous les Oui, jours, oui. tu sors une vidéo par semaine. Je Ouais. sais que tu as des clients individuels, tu as des groupes que Ouais. tu animes, tu as tes Mais formations. c'est bien Il y a optimisé, on va beaucoup de dire. choses. Oui, oui, il y a beaucoup de choses. Mais voilà, mais en fait, tu fais les choses qui comptent. Ouais. Oui, Et, carrément. et l'énergie que tu utilises des fois en 2 heures de deep work, de vrai deep work, des fois, c'est ce que tu peux faire sur 2 jours de travail. Tu peux Ouais, condenser en carrément. 2 heures ce que tu fais normalement sur 2 jours. Si vraiment tu es clair, que ça te procure du plaisir, Hmm. que tu as une stratégie à peu près dessinée, parce que la stratégie, souvent, elle s'affine avec le faire. Mais quand tu es là-dedans, tu peux abattre une quantité de travail monstrueuse. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, tu le sais aussi bien que moi, parce qu'on a bossé 1 an ensemble, enfin, moi, je bossais avec toi. Je faisais appel à tes connaissances en marketing justement pour me driver. Pour moi, c'était pas le bon moment parce que je venais d'avoir ma fille, j'avais eu plein de problèmes dans la famille, c'était un bordel innommable. Mais ce qui est marrant, c'est que notre travail, il a porté ses fruits 1 an après Ouais. notre Oui, c'est ça, collaboration. en délai, Donc, tu mais vois, on parle souvent, toi et moi, de l'état d'esprit, de ouais. l'état émotionnel, tout ça. Effectivement, les choses doivent être alignées. Hmm. Mais moi, j'ai toujours eu ce syndrome de l'objet brillant, ce côté Ouais. hyper actif de te Et dire, je pense qu'on est en beaucoup fait, comme ça, hein. Ouais. et il y a plein d'entrepreneurs comme ça. Hmm. Et tu vois, de te dire, cette hyperactivité intellectuelle, sans dire que tu es hyper intelligent, c'est des choses différentes. Hmm. Mais cette hyperactivité fait que tu es tout le temps en train de faire plein de trucs. Et je me souviens que quand on était ensemble, euh, j'écrivais une newsletter, j'étais sur LinkedIn, j'ai développé YouTube, Instagram, j'avais un podcast, j'écrivais je venais de sortir mon bouquin, je voulais en écrire un Hmm. deuxième. Et toi, tu me disais, putain, Quentin, faut que tu te focalises. Ouais, mais c'est le truc que je dis à tout le monde en plus, tu sais. En fait, c'est marrant parce qu'en fait, on fait les mêmes métiers, mais dans des zones différentes. En fait, d'une certaine manière, Ouais. on a la même approche. Et c'est vrai que moi, la plupart du temps, avec mes clients, tu vois, moi, je fais de la stratégie business. En fait, je leur donne les meilleures stratégies pour développer leur activité. Et en général, c'est très précis. Moi, mon but, c'est de faire en sorte que mes clients, comme moi, en fait, passent le moins de temps possible à développer leur activité. Vraiment, qu'ils aient, c'est la loi de Pareto, quoi. Tu vois, vraiment, on essaie de faire au plus efficace. Et en fait, très souvent, ils me disent, ah ben tiens, qu'est-ce que t'en penses si je faisais ça? Est-ce que ce serait une bonne idée? Ah tiens, j'ai vu ça qui pourrait être pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, je passe mon temps à leur dire, arrête, focus, 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 focus. Et c'est Mhm. extrêmement difficile parce que il y a cet objet brillant. Alors moi, je suis comme tout le monde. Hein, moi aussi, forcément, j'ai des phases où me dire, ah, tiens, ce serait pas mal. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu crois en fait que les choses se passent bien, c'est quand tu es concentré sur un truc et pas que tu te Ouais. disperses. Moi, chaque fois que je me suis dispersé, je me suis fatigué. J'ai eu des moments pas forcément évidents, même personnellement en tant qu'entrepreneur. Tu vois, des moments où j'ai fait différents trucs, et c'est au moment où j'ai éliminé les distractions, vraiment les trucs, parce que il y a dans le marketing notamment, il y a sans arrêt des nouvelles méthodes, des nouvelles techniques. Tu vois que telle personne applique telle nouvelle méthode, tu te dis ah, mais peut-être que moi aussi je devrais. Et en fait, le plus important c'est de trouver ce qui toi te correspond. Moi, tu vois, j'ai une Mhm. newsletter depuis 3 ans. Mon business repose en grande partie sur ma newsletter. J'envoie cette newsletter tous les jours depuis janvier 2019, sans jamais. D'ailleurs, ça fait 4 ans, sans jamais rater un jour. J'ai jamais raté un jour, mais parce que pour moi c'est facile. Je suis dans ma zone de génie, si on utilise les grands termes. Mhm. C'est-à-dire que et j'essaie de faire ça dans mon activité, vraiment de me concentrer sur les trucs les plus faciles, parce que dès qu'il y a un truc que j'aime pas faire, j'ai du mal, ça me prend du temps. Tu vois, c'est pour ça que je disais que je suis flemmard. Je suis capable d'abattre beaucoup de travail, mais j'ai un état d'esprit où j'ai du mal à me forcer, quoi. Quand je me force, ça prend une plombe. Ce matin, il y avait un truc, franchement, j'avais la flemme de le faire, je l'ai pas fait parce que je sais que ça m'aurait pris une plombe. Et j'ai un planning hebdomadaire qui est assez bien organisé pour me dire, OK, je pourrais faire ça la semaine prochaine. En plus, j'ai de l'avance, j'ai des mois d'avance sur pas mal des trucs. J'ai des vidéos qui sont publiées, qui sont programmées sur YouTube jusqu'à juillet.
Tu vois, mes newsletters, pareil, elles sont programmées en avance. Mes blogs, les articles de blog sont programmés un peu en avance. Donc, je fais exprès aussi tu vois, de m'y prendre comme ça en avance pour pouvoir avoir cette petite marge de manœuvre ou quand je suis fatigué ou quand j'ai pas envie ou quand j'ai envie de partir en vacances, je peux le faire et ça impacte pas mon business. Mais je sais plus comment est-ce que j'ai commencé, mais bref, c'était un Ouais, truc que je voulais jeter. ce qui compte, c'est d'arriver et c'est de voir que tu vois qu'on peut mettre tout ce que tu viens de dire en opposition avec le côté flemmard que tu Ouais, décris, ouais, de ouais, dire ouais. j'ai Au du final, ouais. contenu qui est déjà publié et prêt à être Ouais, mais envoyé c'est pas une paramétré sur les douleur, 2 quoi. prochains C'est mois, ça que quoi. ouais, mais en fait, Bien c'est pas sûr, une douleur, quoi, mais c'est ça. bien sûr. Et C'est, moi, tu vois, j'ai mis un moment à le comprendre parce que moi, ça fait 4 ans maintenant que j'ai lancé ma boîte. C'était du consulting à la base pour des banques privées, puis après ça a évolué en consulting coaching, puis maintenant c'est que du coaching d'entrepreneurs. Et, euh, et je me souviens déjà il y a 2 ans quand on bossait ensemble, tu me disais ok, tu fais plein de trucs, par contre toi ton truc c'est les vidéos et c'est le podcast. hmm, Ça se voit, ça se ouais, ressent en t'écoutant, ça se ressent en te voyant. Concentre-toi là-dessus. hmm. Et j'ai commencé YouTube, j'ai fait des trucs, je commence à avoir des premiers résultats, mais en fait ça allait pas assez vite, donc je me dis bah tiens, pour me rassurer, il faudrait peut-être que je fasse autre chose à côté. Et en Ouais, fait, c'est quand tu ça. plantes plein de graines en même temps, t'as Ouais, pas les bras assez longs pour tout arroser, quoi. non, c'est T'as impossible. pas les ressources nécessaires pour tout arroser. Hmm. Et, euh, On et, cherche à combler le vide, en fait. ouais, c'est ça. Et moi, c'est un gros trait de caractère chez moi, et je me reprends tous les mois. Tous les mois, je note ce que je fais en fin de mois, je fais un débrief de ce que j'ai fait, ce que j'ai testé, et ce que je dois continuer. Parce qu'en fait, j'aime bien tester des choses, je le sais, mais maintenant, je me laisse plus aller en roue libre, parce que Hmm. sinon, moi, je suis quelqu'un d'agité. Ou des fois, moi, je fonctionne de manière très simple. Tous les soirs, je me fais une liste de 3 choses qui vont faire bouger mon business le lendemain. Et techniquement, ma journée, elle est finie après ces 3 choses. Maintenant, j'arrive à mieux gérer. Mais ça n'a pas été le cas pendant les 2 dernières années où j'avais ces Hmm. 3 choses. Et je me disais, putain, bah, c'est 10h30 du matin, tu as déjà fait Ouais. ces 3 choses. Qu'est-ce que j'allais Tu faire vas quand après, même quoi? pas aller courir, tu vas quand même pas aller te faire du Netflix ou des machins, ou aller à la salle de sport, bosse, quoi. Ouais. Et que ça n'a aucun intérêt. Hmm. Parce qu'en fait, l'intensité que tu mets dans ton travail, tu dois la mettre, enfin, tu dois aussi la placer avec la même intensité dans ton repos. Et c'est ça qui fait de l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat, c'est du long terme. Il y en a Ouais. qui sont en mode levée de fonds, je me crame littéralement tout, ma vie, ma santé, mes relations pendant 5 ans, en Hmm. espérant d'être millionnaire. Mais on parle pas Ouais. de tous ceux qui créent des business et qui disent non, moi je fais ce business parce que j'aime ça. Hmm. Et parce que je suis là sur le long terme, Ouais. je joue le jeu de long terme, quoi. J'ai envie Ouais. d'être là dans 10 ans, dans 15 ans potentiellement. C'est un Et, truc qui est pas et compris c'est en hyper général. important, hein. Hmm. Mm. Les gens, en fait, enfin, il y a beaucoup de court-termisme en entrepreneuriat. Moi, j'ai commencé à mettre en place des trucs vraiment long terme. Tu vois, une fois que je me suis cramé, une fois que je me suis cassé la gueule et tout, c'est par la suite en fait que tu te rends compte que c'est un marathon, c'est pas un sprint, quoi. C'est pas un sprint. Et il y a plein de gens, moi, que je vois sprinter, je me dis, mais comment est-ce qu'ils vont tenir pendant des années comme ça? C'est ça qui, c'est vraiment, enfin, ouais, c'est un marathon, c'est pas un sprint. On n'est pas là pour se cramer. Moi, je préfère avoir un business qui grossit tranquillement et qui va durer des dizaines d'années que d'être le mec qui fait 1 million en 2 jours, tu vois, et qui ensuite se crame, quoi. C'est pour ça que je suis pas adepte des lancements de produits, etc. Ce genre de trucs. Je préfère vraiment les systèmes evergreen, intemporels qui tournent dans la durée, quoi. En tout cas, je Mm. trouve que c'est plus sain et t'as plus de chances ouais, de durer, quoi. Mais c'est vrai que cette envie de tester plein de trucs, elle est tellement courante, quoi. En fait, je pense c'est un trait de caractère, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont comme ça et ouais, c'est difficile de se dire, tu vois, moi quand je dis à un entrepreneur ouais, la meilleure strat c'est ça, fait que ça. Il y a très peu de gens qui ont la capacité de ne faire que ça. Mm. Et ils se Ah, c'est sabotent tout clair, hein. seuls, hein. Tu parlais de sabotage, hein. C'est vraiment ça. Les gens se sabotent tout Mm. seuls, quoi. Tu vois, moi, ma fille est suivie par un psychologue. Non pas qu'elle ait des problèmes, mais depuis qu'elle est petite, elle a toujours été très précoce. Et par contre, énormément de mal à se concentrer et très anxieuse. Et ça fait 1 an qu'on l'a fait suivre de temps en temps, pas régulièrement, mais 1 fois par trimestre par un psychologue. Et je me souviens qu'en parlant avec lui, moi c'est la première fois, il y a la semaine dernière où je venais vraiment à une séance depuis un moment. Et effectivement, ce, ce thérapeute nous dit, effectivement, Emilia, on va dire, il a pris entre guillemets, est atteinte
d'un trouble de l'attention avec hyperactivité. Il dit mais on se calme, hein, c'est pas grave. Mm. Parce qu'elle a de bons systèmes de compensation, donc elle gère bien ça. Donc effectivement, elle est speed, elle a beaucoup d'énergie, ça crée pas de problème au quotidien. C'est juste que c'est une petite fille qui dort pas énormément et qui a énormément d'énergie. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il me regarde, il fait par contre, elle tient ça de vous. C'est sûr, elle est compulsive, elle est pas compulsive, elle est impulsive Mm. et elle va à 3000 à l'heure, comme vous. Voilà, il y a une partie de génétique, il y a une partie de comportementale, mais elle est comme vous. Et sur le coup, je rigole, je dis oui, j'ai pas attendu d'aller voir un psychologue pour savoir que j'ai un trouble de l'attention. Les choses qui me font chier, je ne peux pas me concentrer dessus, c'est impossible. Les choses qui m'obsèdent, c'est horrible à dire, mais quelqu'un peut mourir à côté de moi, je vais pas m'en rendre compte, quoi. Quand je suis dans un tunnel, je suis dans un tunnel. Et ça a des bons côtés, ça a des côtés un peu plus chiants. Ma femme déteste ça. Des fois, t'es injoignable. C'est pas ce que tu fais. Je suis dans mon truc. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, le psy me disait, vous êtes entrepreneur, et c'est pas étonnant. 80-90% des entrepreneurs, selon les stats, ont un trouble de l'attention, Mm. avec ou sans hyperactivité. Ça, c'est autre chose. Mais ce trouble de l'attention a différentes répercussions. C'est déjà, ça m'a beaucoup fait rire, c'est un gros problème avec l'autorité. Donc c'est pour ça qu'en fait, un des problèmes enfin, une des premières choses qu'on voit chez les personnes qui ont un trouble de l'attention, c'est des gros problèmes d'autorité. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et, et ce que tu dis, ça résonne 100%. C'est que il y a des choses, tu vois, qui sont là pour nous rassurer, qu'on va mettre en place pour nous rassurer en disant, ça crée aussi beaucoup d'anxiété, le manque d'attention. Mm. Et tu as cette peur, tu vois, de ne pas faire assez, de ne pas être au bon endroit, de ne pas être au bon moment, de ne pas avoir le bon timing, de dire je Ouais. pourrais faire plus, je pourrais faire mieux. C'est qu'une validation de ton ego au final. Et en fait, en faisant ça, tu t'écartes de tes zones de génie et tu t'éparpilles comme moi je l'ai fait et comme plein de personnes le font. Parce que vu que tu n'es Mm. pas ultra focus, Ouais. tu vois que des opportunités de partout. Et tu dis putain, j'ai envie de tout prendre. Mm. C'est T'as impossible. testé TikTok, je me souviens, on l'a testé un peu en même Ouais, temps. ouais, mais ouais. Et on était fou de voir la croissance que ça pouvait améliorer, enfin que Ouais. ça pouvait, la vélocité plutôt, Ouais. que ça avait par rapport à YouTube, à Instagram et compagnie. Par contre, la qualité, c'est tout autre chose. Oui, c'est ça en fait. Il y a des trucs comme ça que tu vois. Moi, j'avais regardé, ouais, j'ai tout analysé, tu vois, entre temps, et la qualité des leads, entre guillemets, tu vois, le taux de conversion des gens qui viennent de TikTok, il est ridicule par Mm. rapport à YouTube ou d'autres canaux. Donc, t'as des objets brillants comme ça, tu te dis, ah, mais ça va marcher, ça a l'air de cartonner. Tu vois des gros chiffres, des vanity metrics, des chiffres, voilà, pour satisfaire l'ego en fait, qui font plaisir à l'ego. Mais quand tu Mhm. regardes derrière concrètement en termes de business, ça n'apporte rien en fait. Et il y a un truc, il y a une phrase, je sais pas qui a dit ça, je sais plus d'où je tiens ça, c'est malheureux, j'aimerais bien citer la personne, mais elle disait, c'est un entrepreneur qui disait, un bon business, c'est un business chiant. C'est vrai, un Mm. bon business, c'est un business qui repose sur des process et qui fait sans arrêt le même truc. Tu as un système qui fonctionne et tu continues le système. Et en fait, ça va en contradiction avec cet état d'esprit dont tu parlais, qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, voilà, d'objets brillants, de se disperser, du manque d'attention et tout. Donc c'est ça qui est très compliqué pour des dirigeants d'entreprise, ils doivent se reposer sur des personnes qui sont capables, elles, de se focus, de se concentrer pour faire tourner la machine, parce que elles, si elles continuent à mettre les mains dans le cambouis, elles vont tout casser, parce qu'elles vont vouloir faire ceci, cela, elles vont tester des trucs, elles vont, Mm. tu vois, il y aura un grain de sable dans le truc, quoi. Donc, je trouve que cette image enfin, je suis assez d'accord avec ça, quoi. Un bon business, c'est un business qui est chiant. Un business, quand je dis un bon business, c'est un business qui rapporte de l'argent, c'est un business qui a voilà, et qui a différents process, qui a Mm. un truc bien huilé, et faut pas y toucher, quoi. Faut pas enfin, tu peux ajouter des trucs, tester des trucs et tout, mais faut pas y changer tout le temps, parce que sinon ça n'avance pas, tu casses la machine, quoi. Ouais, complètement. Diane, la journée, on est à la 48e minute, on arrive bientôt à la fin. Ce qu'on s'était dit environ 1 heure. On a beaucoup parlé de process business, enfin de système autour du business, mais je suis curieux, tu as des systèmes dans ta vie personnelle? Alors, quand je me lève, j'ai un t-shirt, j'ai que des t-shirts noirs, j'ai que des caleçons noirs, des chaussettes noires. Je m'habille en noir. On m'a toujours appelé l'homme en noir. Et alors, je sais, en fait, je pensais à un moment que c'était pas, enfin, comment dire. Je pense que inconsciemment, ça a toujours été une façon pour moi de pas trop m'embêter avec les choix, quoi. J'en ai pris conscience que il y a pas si longtemps, mais en fait, je pense que naturellement, j'ai envie de passer du temps sur les trucs qui sont vraiment importants. Alors ça fait partie des choses, tu vois, qui sont un peu, qui sont involontaires, hein, mais en tout Mhm. cas, voilà, pour m'habiller, c'est extrêmement rapide.
En termes de process, après, moi, tu vois, par exemple, je vais pas faire de courses. Bon, c'est truc tout con, mais moi, je vais jamais dans un magasin pour faire des courses. J'achète tout en ligne. J'ai pas de permis. Je prends des VTC. Enfin, tu vois, j'essaye de tout simplifier dans ma vie sur tous les plans, quoi. Et je sais pas si on peut parler de process, mais ouais, c'est un peu, enfin, il faudrait que je prenne un peu de recul sur tout ça, mais de manière générale, ma vie est organisée, ouais, pour ne pas avoir à faire des tâches reloues, répétitives Mm. au maximum, quoi. Mais là, j'ai ces quelques exemples qui me viennent en tête. J'en aurai peut-être d'autres qui viendront, mais t'as quoi, toi, en place dans ton quotidien comme process? C'est pas Moi, évident de prendre du recul sur son quotidien comme ça. Le business, c'est plus facile, je trouve. en fait, je réfléchis de manière macro, mais de manière micro, c'est très clair. J'ai des process le matin, des process le soir, surtout. Ouais. Après, dans la journée, moins. Par exemple, là-dessus. Et là, j'ai modifié les choses récemment, il y a 2 semaines. Parce que jusque-là, en fait, moi, je me levais le matin. Jusqu'à il y a encore quelques années, quand j'avais pas ma fille, je me levais à 6 heures. Je faisais ce qu'on peut appeler un miracle morning, un truc comme Mm. ça, mais c'était pas inspiré de ça. J'avais besoin, même avant d'aller au boulot, avant d'avoir ma boîte, d'avoir un temps juste pour moi, où ma femme était pas debout, je pouvais méditer, faire un peu de sport, lire, écrire, des choses que j'aime faire, qui me font du bien pour bien démarrer la journée. Quand j'ai eu ma fille, ça a été super dur, parce que pendant longtemps, je l'ai vu comme quelqu'un qui m'enlevait ça. Mm. C'était super dur émotionnellement. Et en fait, c'est juste que bah, voilà, la vie à vie est faite comme ça, c'est plus toi qui gères tes nuits, c'est plus toi qui gères ton temps quand t'as des gamins. Mm. Et j'ai fait évoluer ma routine matinale. Donc moi, le matin, là, j'ai une routine qui est un peu différente, mais je me lève un tout petit peu avant ma fille, juste pour pouvoir sortir sur ma terrasse, regarder un peu dehors, prendre l'air, faire 2-3 minutes d'étirement, de yoga, 5 minutes de méditation. Et je fais ça le maximum du temps. Et quand je peux pas le faire, je le fais quand j'arrive au bureau. Et, euh, et par contre, moi, ce qui est hyper important pour moi, c'est le soir. Car je me suis rendu compte avec le temps que les routines matinales sont hyper importantes, mais les routines qu'on appelle vespérales le sont encore plus. Ce que tu fais dans la dernière heure avant d'aller te coucher, ça te paramètre, mais c'est vraiment le mot, ça te paramètre pour le lendemain. Donc moi, je vois ma dernière heure avant d'aller me coucher comme un moment où je dois ralentir, où je vais m'étirer, où je vais juste écrire quelques mots. C'est un exercice que je pratique, où je vais écrire quelques mots sur ma journée, comment je me sens à l'instant T, quels sont mes gains de la journée. Tu vois, tu parlais de Dan Sullivan. Un de Mm. ses bouquins que j'adore, c'est The Gain and the Gap. C'est un état d'esprit où tu te paramètres littéralement pour regarder les choses positives dans ta vie et les choses que tu fais, les micro-victoires, pour en cas de secousse, de séisme, ce qui est quelque chose d'assez récurrent dans l'entrepreneuriat, tu sois pas complètement chamboulé et retourné. Donc j'écris 2-3 trucs sur lesquels je me suis amélioré dans la journée et je me focus sur OK, demain, quelle va être ma grosse victoire de la journée? Qu'est-ce que je veux pour demain? Et juste avant de m'endormir, je fais 2-3 exercices de gratitude où je me rappelle des choses pour lesquelles je suis reconnaissant, parce que comme ça, je sais que l'émotion que j'ai ressentie avant de m'endormir, c'est l'émotion que j'ai ressentie en me levant. Ça, toutes les dernières recherches en neurosciences le montrent et c'est hyper intéressant. Mm, c'est intéressant. Et c'est un truc que je vois chez des clients qui sont ultra stressés et qui me disent je me réveille la nuit et j'arrive plus à me rendormir. Ça a été mon cas l'année dernière où tu es tellement stressé qu'en fait tu te couches avec des pensées stressantes. Moi, ma Mm. fille, elle me réveillait à 2 heures du mat. Ouais, tu repensais Dernier au... truc auquel tu as pensé, il revient directement, Ouais, incapable de te rendormir, quoi. Et c'est le ouais. cas de beaucoup de mes clients. Et même pas, c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde très anxiogène. Mm. Tu vois, j'ai vraiment ces deux choses. Ok. Et quand j'ai pris mon bureau, parce que là j'ai un bureau, mais je le rends à la fin du mois, parce qu'en fait j'aime bien bosser chez moi. J'avais besoin de sortir pendant un moment, mais là j'ai besoin Mm. de retourner chez moi. Euh, je me souviens que je me dis, bah, je vais faire du sport entre midi et deux. Ouais, Et je me suis rendu compte il y a un mois que ça, en fait, c'était pas du tout pour moi. Parce d'accord. que moi, ma phase où je suis extrêmement productif, c'est 10 heures, 13 heures. Ah oui, t'avais placé ça au mauvais moment, quoi. Et donc, je me forçais à couper à midi Mm. pour me dire, il faut que tu ailles au sport. Parce que le sport, c'est quelque D'accord. chose qui est central dans ma vie depuis que je suis gamin. Ça fait partie de mon système depuis que je suis gosse. Du sport tous les jours. En tout cas, une activité. Et là, maintenant, je me suis dit, bah, tu sais quoi, si vraiment tu es efficace de 10 heures à 13 heures, ça sert à rien que tu arrives au bureau à 8h30. Ouais. Va au sport à 8 heures, 8h30. Moi, maintenant, je dépose ma fille, je vais au sport. J'arrive au bureau, c'est 9h30, 9h45. J'ai le temps de me poser, boire un verre d'eau, un café. Et à 10 heures, je démarre. J'ai fait mon sport et boum, je suis en Mm. mode Ouais, à fond jusqu'à t'as 13 fond. heures.
Et ça, tu vois, c'est les systèmes que j'intègre. D'accord. Après, tu as des systèmes de pensée, des systèmes de, voilà, des habitudes, Tu, des pratiques que tu peux mettre en tu place. m'as fait penser du coup à des trucs. Là, c'est bon, tu m'as aidé à me remémorer certains trucs. Mais du coup, tu parlais de sport. Moi, par exemple, le sport, je le fais en fin de journée. Parce que tu vois, Mhm. le moment vraiment où je suis le plus actif, c'est le matin. En fait, je me réveille, je vais me doucher, je prends un café, je commence direct. J'ai pas de routine particulière du matin, tu vois. Mhm. Si, Enfin, c'est enfin, ta c'est une routine. routine, si, d'une certaine Les manière. Ouais, personnes ouais. voient une routine comme quoi il faut méditer, il Oui, faut oui, faire oui. de la Ouais, t'as raison. méditation devant du ficus, des Ouais, ouais, machins, et puis faire du journaling. Mais non, ouais. en fait, C'est une dire, je me routine, lève, je prends un ouais. café, je bois. C'est ça. Ouais, ouais, non, c'est ça. Bon, ça, c'est rapide. Et puis, c'est vrai que parce que c'est le matin que je suis le plus actif. C'est intéressant pour les gens d'ailleurs de faire des tests là-dessus. Comment ça s'appelle c'est Les pour chronotypes. ouais, les chronotypes. Ça, c'est un truc que je dis aussi à mes clients de faire parce que je me rends compte que voilà, on est différents par rapport à ça. Et il y a plein de gens qui allouent des mauvaises tâches au mauvais créneau horaire. Donc ça, moi, je suis très conscient de C'est ça. Et ça. l'après-midi, par exemple, j'ai plus tendance à faire tu vois, des tâches un peu plus administratives, un peu plus, qui nécessitent pas de créativité. Le matin, ce que je peux Mhm. faire en 2 heures le matin, je le fais en 4 heures l'après-midi, quoi. Je suis vraiment, tu vois, en termes Mhm. de créativité, pas aussi bon l'après-midi. Donc, l'après-midi, c'est des tâches un peu plus tranquilles. Et vraiment, en fin de journée, je fais du sport, parce que c'est le moment où je sais que c'est pas un moment qui est gâché. J'ai pas justement ce truc où je me dis, ah, j'aurais peut-être pu bosser à ce moment. Tu vois, c'est vraiment un moment où je sais que je pourrais rien faire d'autre que ça. Enfin, j'ai pas d'autre Mhm. utilité, tu vois. En termes de Ouais. gestion du temps, je me dis pas, ah, je pourrais faire autre chose de mieux, quoi. Et je me suis mis au sport depuis 1 an, je dirais, parce que je suis pas un grand sportif de base. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais gamin, mais j'étais tellement focus sur mon activité pendant un certain temps. Et c'est vrai que, tu vois, même quand tu as une journée un peu stressante ou quoi, je trouve que le sport, ça fait vachement bien. À la fin de la journée, je me bute au sport. Et puis, voilà. Après, tu as la soirée qui est tranquille. Moi, je suis un peu plus pisse le soir grâce à ça. Je me tue, je me tue au sport en fin de journée. Après, le soir, c'est bon, tu vois, le boulot, il est derrière. Je Mhm. pense que c'est important de s'arrêter à un moment dans la journée, de se dire, voilà, à partir de tout à l'heure, je touche plus à rien. Moi, c'est ce que j'essaie de faire au maximum. Et puis après, pour la partie ouais plus perso, c'est vrai que j'essaie de moins organiser. Tu vois, les soirées elles sont un peu différentes. Enfin, souvent, tu vois, je vais regarder un film ou quoi, mais j'essaie de pas, tu vois, de pas me dire je fais ceci à tel moment, etc. J'ai vraiment le cadre extrêmement rigide entre guillemets. Il est pour le business. Après, dans les plages horaires, voilà, de détente perso et tout, je suis moins j'ai moins d'obligations. J'ai pas d'enfants, moi, tu vois. J'ai pas d'enfants. J'ai pas. Il y a plein de trucs qui sont aussi voilà, des choses personnelles, tu vois. Moi, je pense que naturellement, il y a des choses que je n'ai pas envie de faire parce que justement, je me dis, Mhm. c'est mon avis, hein, mais je me dis ça me contraindrait, etc. Tu vois, j'ai jamais été attiré par le fait d'avoir un enfant, par exemple, et c'est clairement pas prévu parce que je suis très, j'ai envie de pouvoir vraiment gérer le temps comme je veux, Ouais, pouvoir je comprends. voyager quand je veux, etc. Le permis, c'était pareil. Hein. Moi, avoir une bagnole, c'est vraiment pas une contrainte, tu vois. J'en parle parce que souvent les gens ils sont choqués. Ah, à 32 ans, t'as pas le permis, etc. Mais en fait, tu te rends compte que tu peux. C'est beaucoup plus flexible. Quand j'ai de la famille qui vient chez moi à Malte de temps en temps, ils me disent est-ce qu'on prend une voiture, est-ce qu'on loue une voiture? Je leur dis mais non, vous avez des VTC partout ici. Pourquoi vous allez vous emmerder à prendre une voiture? Vous allez vous la faire rayer. Vous allez. Enfin, tu vois, c'est pas pratique. Alors que je trouve qu'avec les VTC, t'en prends un, tu vas marcher ici, c'est génial pour marcher. T'en chopes un autre là-bas. Enfin, tu vois, je suis très consommateur de tous ces services qui te permettent d'être plus flexible, plus libre. Mhm. Et c'est vrai que dans ma vie de manière générale, j'essaie d'avoir le moins de contraintes possible, quoi. Donc c'est assez naturel maintenant. C'est vrai que si je prenais un peu de recul sur tout ça, je me rendrais compte qu'il y a pas mal de réflexes comme ça où je fuis la contrainte au maximum. Ouais. Et tu vois, si je devais synthétiser ce que tu dis, ou je sais pas si j'ai vraiment un système pour ma vie, moi je verrais un système minimaliste, tu vois, on pourrait Oui, appeler oui, ça. c'est vrai. Bah, j'ai une De vidéo qui dire que sort ce soit là-dessus, dans ton donc business, c'est vrai que c'est bah, très. tu Ouais, vois. ouais. Bah, c'est marrant parce que tu Allez dis voir la ça. vidéo. Non, mais c'est rigolo. Non, mais pas, elle sort pas tout de suite. Mais c'est marrant. Je te dis ça parce que en fait, il y a justement, je sais pas, il y a 2 semaines, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit, mais en fait, il y a plein de gens qui parlent de minimalisme. Moi, c'était un sujet qui m'intéressait. Mais je me dis, mais en fait, moi, je suis ultra minimaliste. Je m'en rends pas, juste pas compte. Tu vois, en fait, je me rendais compte. C'est très Mhm. naturel. C'est pas, tu sais, c'est pas une posture comme il peut y en avoir. C'est ultra intégré. C'est vraiment, j'ai une vie très très minimaliste. J'ai pas de possession. Tout tient dans une valise. Enfin, et pourtant. Tu vois, j'ai pas de meubles, j'ai quasiment rien, je suis pas propriétaire, j'ai rien du tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je trouve ça, c'est un sujet qui m'intéresse vachement. C'est vrai que oui, c'est ça, c'est un mode de vie très très minimaliste en Bah, c'est cool. C'est cool, c'est vrai que ça te va bien. fait. En tout Ça va cas, bien, tu vois, j'essaye. de synthétiser ça comme ça. Ouais. Hmm. Bah, je pense que c'est important de se connaître. Et quand tu sais ça, en fait, tu fais les bons choix après, quoi, pour ta vie de manière générale, donc, et pour ton business.
Donc, Ouais, complètement. Tu vois, moi, je suis pas de nature minimaliste. Quand j'étais en banque, quand je travaillais en banque privée, j'avais plein de costumes, des costumes sur mesure, 3 pièces, plein de paires de chaussures, plein de cravates, plein de pochettes. Et j'ai toujours bien aimé m'habiller. mm, Et en fait, ma mère, qui elle a une boutique de fringues, euh, je devais tenir ça d'elle. Maintenant, elle me voit enfin, maintenant, elle me fait moins la remarque. Mais au début, elle me disait, putain, mais tu t'habillais tout le temps hyper bien avant. Maintenant, t'es tout le temps en bleu. Et ma femme m'appelle, toi, c'est l'homme en noir, moi c'est l'homme en bleu. Ma garde-robe, c'est des t-shirts gris, blanc, noir, bleu marine, et mes pulls et mes vestes, c'est du bleu marine, mes pantalons, c'est bleu marine. J'ai 2 paires de chaussures, et, euh, et j'ai quasiment tout le temps les mêmes couleurs. Et ma mm. mère, au début, était désespérée. Elle me disait, putain, pourquoi tu t'habilles comme ça? Je fais, mais en fait, parce que le matin, je veux plus me poser la question de comment je vais m'habiller. En tout cas, je veux pas que ça prenne 10 minutes, quoi. Avant, c'était un Ouais. plaisir, parce qu'en fait, le reste, j'étais dans ma journée, à mon poste, que je fasse Mm. c'est terrible à dire, hein, mais que sur une journée, je fasse très bien mon travail ou moyennement mon travail ou que j'ai une journée absolument pas productive, c'était pas grave, quoi. Du moment, C'était le truc sur que le tu mois en maîtrisais, général, en mon taf fait. était fait, quoi. En fait, les vêtements, c'était le truc que tu maîtrisais d'une certaine Comment? manière. Enfin, les vêtements, c'était un peu Ah mince, je te perds, mais genre, juste à la fin, quoi. Zut. Bon, pas Ah, grave. c'est bon, je t'ai retrouvé. C'est bon? Non, je disais juste, en fait, les vêtements, c'était le truc que tu maîtrisais. Parce que dans le reste de ta journée en tant que salarié, tu n'avais pas forcément de marge de manœuvre. Mais peut-être que Ouais, bien vu. c'était le truc important pour toi parce que c'était un peu t'avais une petite marge de manœuvre par rapport au reste, quoi. Je sais pas, c'est une Ouais, complètement. interprétation. Non, mais c'est une interprétation intéressante, effectivement, quoi. Et c'est vrai que quand tu es dans l'entrepreneuriat au début, quand je me suis lancé il y a plus de 4 ans, c'était même 2019, donc tu vois, je crois que ça va faire 5 ans. Non, ça va faire 4 ans ou 5 ans en septembre, je sais plus. 2018, je crois. Ouais, c'est pas grave. Et, euh, et ouais, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, il y a des choses qui m'importaient avant, et j'allais cool au travail. Et après, quand t'es entrepreneur, même en indep, en solo, t'as 1 milliard de décisions à prendre tous les jours, tout le temps. Dire, Mm. bon, qu'est-ce que je fais? C'est quoi ma priorité? Qu'est-ce que je fais avec ce client? Sur quoi je me focalise? Et ce prospect, il faut que je le relance. Et en fait, je te rends compte que si tu passes 20 plombes devant tous les matins, tu te dis, tiens, comment est-ce que je m'habille aujourd'hui? Et ben, tu arrives au taf, tu as déjà grillé une partie tes capacités à prendre des décisions. Ça crée de la Mm. charge mentale, ça crée des choses inutiles. Et tu arrives à 15 heures à être un légume, quoi. Ouais, carrément. Je veux pas prendre Donc, la ouais, tête c'était là-dessus, cool. perso. Non, mais je comprends, moi, je me prends de moins en moins la tête. Merci Yann, merci Avec d'avoir partagé plaisir. ce moment avec moi, c'était cool. Bah ouais, C'est vrai merci à qu'en toi plus, pour l'invite. ça fait des années qu'on échange, mais principalement sur WhatsApp, en vocaux, tout ça. J'ai Ouais. l'impression que c'était déjà fait une visioconférence, on va Non. appeler ça de manière corporate. C'est Mais c'était bien cool. carrément, ouais, non, on aurait dû faire ça il y a un moment, mais c'était un plaisir d'échanger en tout cas sur ce sujet qui est passionnant pour le coup et c'est vraiment important que t'aides les entrepreneurs là-dessus parce qu'il y a du boulot, je pense. Bah toi aussi, je vois que c'est un message, et je sais, tu me le dis de temps en temps, il y a des sujets que tu essaies d'apporter sur ta newsletter qui pour toi sont centraux. Il y a des Mm. personnes qui sont réceptives, d'autres moins. Ouais. Mais c'est vrai qu'on en a discuté pas mal de fois. Il y a des choses pour l'entrepreneur qui sont peut-être pas au début une priorité, Mm. mais qui doivent être, ou les personnes doivent en tout cas prendre conscience à quel point c'est important très tôt. Ouais. Parce que plus tu prends conscience de sujets comme tes émotions, comme l'importance de créer des systèmes, d'être organisé, tout ça, plus vite, quand tu vas vraiment devoir t'y mettre, tu arriveras à le créer rapidement. Parce que Mm. tu as été déjà initié au sujet, tu comprends l'intérêt. Ouais. Et quand tu arrives par la force des choses, parce que tu es cramé, parce que tu n'en peux plus, et que tu dois mettre les choses en place et que tu y connais rien, c'est beaucoup plus dur. Ouais, faut pas attendre ça, ouais, c'est sûr. Mm. Complètement. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup, Yann. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te joindre, te suivre Alors le truc assez simple, c'est d'aller sur emailsecret.com, email avec un S, secret avec un S, tout attaché. C'est en gros ma newsletter quotidienne pour ceux qui veulent développer leur activité. En gros, c'est un peu ma plateforme principale, quoi. C'est-à-dire que je préviens, j'envoie un email par jour, donc il faut avoir envie de les recevoir à 9 heures. Mais c'est voilà une newsletter dans laquelle je partage des conseils pour développer son activité, son business de service. Donc c'est vraiment pour ceux qui ont un business de service B2B, donc qui s'adresse à des professionnels. Donc voilà, c'est le lien principal, il est là. Bon, eh ben super. N'hésitez pas à y aller. Moi, j'y suis toujours abonné. Ça fait 2 ans qu'on a travaillé ensemble. Je crois que ça fait 3 ou 4 ans que je dois être abonné. Et c'est toujours un plaisir de lire tes emails. Il y a de bons rappels dedans, de bonnes prises de conscience. Bah, Donc merci, n'hésitez pas. C'est validé. merci. À bientôt, Yann. Salut, à la prochaine. Ciao. Ciao.